Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir, merci d'être là encore une fois. J'ai essayé de montrer la dernière fois comment, dans l'art de la Renaissance italienne, l'intrusion de l'autre, sous la forme d'un homme ou d'une femme de peau noire, advient en marge et revêtit la forme d'une découverte. J'avais analysé à ce propos ce grand tableau de Titien qui représente le mythe de Diane et Actéon, avec l'intrusion visuelle d'Actéon dans un espace privilégié et l'apparition à la fin, donc à l'extrême droite de l'image, d'une femme de peau noire qui fait partie justement de ce grand scénario visuel. Je ne vais plus insister sur ce tableau, mais je voudrais montrer en effet que dans la Renaissance nordique, donc au nord des Alpes, aux Pays-Bas, le problème se pose plus ou moins de la même façon. En témoigne la plus ancienne mention d'une des plus célèbres œuvres de Hieronymus Bosch, et vous m'excuserez, je le prononce un peu à la néerlandaise. Donc, une des plus célèbres œuvres de Hieronymus Bosch, le triptyque du Jardin des Délices, que vous connaissez probablement, qui se trouve aujourd'hui au musée du Prado à Madrid. Antonio de Bertis, qui était chanoine de Melfi et secrétaire du cardinal Louis d'Aragon en voyage aux Pays-Bas en 1517, visita le 30 juillet de la même année la collection de peintures du comte Justin de Nassau de Bruxelles et consigna, entre autres, ses impressions sur certains tableaux bizarres. Il le note dans son carnet de voyage, Tavole di diverse bizzerie, donc des tableaux bizarres qui lui attirèrent l'attention. Je vous donne une citation de son carnet de voyage. On y voit la mer, dit-il, l'air, des forêts, des campagnes et beaucoup d'autres choses, comme par exemple des êtres qui sortent d'un coquillage marin, d'autres qui évacuent des grues, des hommes et des femmes, tant blancs que noirs, surpris dans des actes et positions diverses, des oiseaux, des bêtes de toutes les sortes, rendus avec beaucoup de naturel, des choses si agréables et fantastiques qu'on ne peut pas les décrire pour ceux qui n'ont pas eu connaissance. Alors, les spécialistes s'accordent pour la plupart à reconnaître ici la première mention justement de cette œuvre du triptyque du Jardin des Délices de Bosch. En réalisant le passage, on remarque tout de suite la place, je dirais la place hors norme, que le visiteur donna à cette œuvre étrange dans le cadre de son système esthétique, qui coïncide d'ailleurs avec celui de toute une époque. On découle le caractère difficilement descriptible de ces tavole, vous vous rappelez la citation, caractère difficile sur lequel de Beatis clôt sa brève note et qui deviendra d'ailleurs un topos de la littérature sur ce grand peintre, même la plus récente. Alors je rappelle seulement que Erwin Panofsky, dans son opus magnum consacré aux primitifs flamands, confessa son impuissance interprétative devant les œuvres du maître de Bois-le-Duc, tandis que Michel de Certeau qualifia le triptyque aujourd'hui au Prado comme un lieu pour se perdre, et Hans Belting comme un labyrinthe du regard. Alors, dans le livre qui accompagne ces conférences, je me suis attardé sur les difficultés interprétatives de cette œuvre, ainsi que sur les avatars de l'image du noir dans l'art des temps modernes. Comme Monica Preti vient de le rappeler, ce n'est pas mon intention de répéter ici ce qui se trouve dans cette publication, faite pour lequel je me permets d'aborder un aspect que je n'ai presque pas abordé dans le livre, tout en faisant partie intrinsèque de l'iconosphère de l'altérité noire, au moment de sa formation même. Il s'agit notamment de ce qu'on pourrait appeler l'irruption du noir dans l'art sacré, sous la forme du mage noir des adorations. Bosch lui-même aborde ce thème dans le triptyque de l'Épiphanie qui se trouve au même musée du Prado. Dans le panneau central, il y a une merveilleuse adoration des rois mages avec un extraordinaire mage habillé d'une façon fantasque en apportant un cadeau lui aussi
tout à fait inventé par ce maître qui avait sans doute une imagination assez forte, a remarqué aussi du point de vue chromatique la façon dont Hieronymus Bosch habille son mage noir en blanc, en le projetant sur un fond clair, qui fait ressortir justement ce rapport antithétique entre sa peau noire, notamment sa tête, le corps et le fond ou l'ensemble de la représentation. Mais ce n'est pas exactement sur cette œuvre que je voudrais insister. Ce que je me propose de faire, avec votre aide sans doute, c'est un parcours plus ou moins chronologique de ce thème, du thème de l'adoration des mages, un parcours apte, il me semble, à illustrer les pas effectués par le mage noir dans la formation d'une iconographie qui nous semble aujourd'hui sous-entendue. Donc tout le monde est habitué avec la présence du mage noir dans les scènes d'adoration jusqu'au point où on pense qu'il a été toujours là. Et ce n'est pas le cas. Tout au contraire, la mise en scène de l'adoration des mages est un extraordinaire exemple qui montre en effet la conquête d'un espace, l'entrée d'un personnage autre dans un contexte. C'est le thème sur lequel je voudrais m'attarder aujourd'hui. Il y a des études sur lesquelles je vais m'appuyer, des études classiques ou plein d'idées intéressantes, comme celle de Paul Kaplan, qui a publié une grande thèse il y a maintenant plus de 20 ans, presque 30 ans, sur le mage noir. Récemment, Joseph Kern ou Richard Drexler, qui ont travaillé sur le même thème. Donc je vais m'appuyer sur cette bibliographie, mais mon dessein est d'aller un peu au-delà et de pouvoir m'attarder justement sur ce qui fait d'une certaine façon le noyau de ma thèse ou de ces conférences, la façon donc l'autre, l'altérité, s'insère dans un système, dans des dispositifs visuels qui, au premier abord, ne l'intègrent pas facilement. Donc il y a cette difficulté d'insertion. Dans ce contexte, la scène qui sera au centre de mes considérations ce soir est fondamentale. Alors vous voyez comment Hans Memling, vers la fin du XVe siècle aux Pays-Bas, ou Dürer au début du XVIe siècle, présente déjà cette figure du mage noir, mais c'est clair, ce n'était pas toujours le cas. Alors chez Rogier van der Weyden, par exemple, ou chez les Italiens de l'autre côté, comme Gentile da Fabriano en Italie, il y a au XVe siècle des très belles, des très célèbres annonciations des mages où le mage noir est tout à fait absent. Ce qui d'ailleurs était tout à fait justifié par le fait qu'en ce qui concerne les sources écrites, l'apparition du noir, du mage noir, est extrêmement tardive. D'ailleurs, toute l'histoire des mages, de l'adoration des mages est assez difficile. Elle n'apparaît que dans un des évangiles, chez Matthieu. Les autres passent cet épisode sous silence. Et chez Matthieu lui-même, il n'y a pas de données claires ni concernant la couleur de la peau, ce sont les mages d'Orient qui arrivent, ni même sur le nombre, combien était-il, d'où aussi une fluctuation de l'iconographie qui va se cristalliser après, au fil des siècles. On a des représentations où les mages sont 2, au minimum, il me semble, jusqu'au maximum de 12. La cristallisation du chiffre 3 est tardive et a comme base probablement le fait que dans l'évangile de Matthieu lui-même,
il y a quand même une petite indication de quantité lorsqu'il dit que les mages apportèrent à l'enfant Jésus de l'or, de l'encens ou de la myrrhe. Donc il y a 3 substances magiques, sans doute symboliques, d'où aussi une cristallisation un peu plus tardive du chiffre 3. Mais ce qui est important, c'est que depuis les débuts, depuis Matthieu et depuis les premiers textes, ces mages de l'Orient sont des étrangers, des ethnikoi, disent les thèses, des gentiles ou des goïm. Ils sont toujours les autres. Les exemples plus anciens, et je passe maintenant un peu vite, ne différencient pas la couleur de la peau. Je vous montre seulement quelques exemples. Parmi les tout premières représentations, dans les catacombes, au IVe siècle, où l'adoration des mages est très connue de Ravenne, de Saint-Apollinaire, le 9 du VIe siècle. Le travail sur la différence est postérieur. Les exemples que j'ai montrés d'ailleurs, déjà, sont tardifs et cachent derrière eux une évolution que je me propose, comme je viens de le dire, de parcourir brièvement ce qui suit. La noirceur, avant de trouver sa définition formelle ou visuelle dans la peinture, fait, c'est vrai, son apparition dans des textes. Et Kaplan, que j'ai eu déjà l'occasion de citer, apporte tout un corpus d'images à partir du 8e siècle, plus du 10e ou du 12e siècle, qui parle à un certain moment de la couleur de peau. Et c'est en effet à cette époque que pour la première fois, un des mages est représenté et mentionné, pas exactement comme noir, mais comme ayant une apparence sombre, fuscus, donc sombre, d'où toute une construction postérieure. Mais il faudrait attendre le XVe siècle pour pouvoir disposer des premiers exemples iconographiques éloquents. Et probablement un des plus anciens exemples est celui-ci que vous voyez. Il s'agit d'une illustration d'une page d'un missel autour de 1400, où dans la lettre E est représentée l'adoration des mages. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le mage noir, il est là, et si vous ne le voyez pas, c'est qu'il est difficilement visible. Il est difficilement visible, il est là. Je dirais caché, ou peut-être hors cadre, il est dans un espace intermédiaire, comme exclu de la scène centrale de l'adoration qui se passe au premier plan. C'est l'exemple probablement le plus ancien, et on peut se poser la question si c'est vraiment un hasard, le fait qu'il est là comme une petite tête qui séparée par la petite ligne de la lettre E du reste de la scène. Il y a là vraiment une intention formelle du peintre et du miniaturiste, ou seulement un hasard. Je suis plutôt enclin de voir là une intention précise, parce qu'on est au début de tout un développement qui va se poursuivre d'une façon assez cohérente par des pas successifs qui vont aboutir à la fin à une intégration parfaite. Cet exemple est concurrencé quand même des exemples plus anciens, comme celui-ci par exemple, une adoration des mages d'un manuscrit catalan du XIIe siècle, où le mage noir apparaît déjà. Mais si on le regarde avec attention, et puis les études les plus récentes ont montré cela avec beaucoup de clarté, le visage noir du mage est en toute probabilité un ajout postérieur. Donc il a été noirci au moment où l'iconographie du mage noir était déjà codifiée en tant que tel. Ça suffit de regarder ses mains, par exemple. Il a oublié de noircir les mains. Il a noirci seulement le visage. Une façon assez intéressante de jouer avec le noir et le blanc, pour ne pas dire tout ce masque noir avec les yeux. C'est un exemple d'intervention, discours, je dirais, de discours de réception d'une image
Et ce genre de discours fait partie, en effet, de toute une documentation très importante pour un historien de l'image qui comprend mieux les enjeux, le développement, etc. Il y a un autre exemple du même genre, celui-ci. On est maintenant autour de 1400, où, encore une fois, et d'une façon évidente, le mage noir est noirci, les mains sont blanches. Encore un petit élément justement de lecture de cette réception et de cette intervention dans un manuscrit, on a noirci le tout dernier, on n'a pas noirci ni le premier, celui qui est agenouillé, ni le mage central, celui qui montre l'étoile, on a noirci le tout dernier. Donc là aussi, il y a un discours, une gestuelle qui est tout à fait éloquente. Ce sont en effet ce que j'appellerais les stratégies de marginalisation, séparation, intégration qui dominent dans la peinture. L'exemple charnière dans ce contexte est l'adoration des mages du retable de Wurzach qui se trouve à Berlin, à la Gemäldegalerie de Berlin, daté de 1437, dû à Hans Mulcher et à ses élèves probablement. Dans un des panneaux, on voit, et probablement pour la première fois, d'après les connaissances actuelles, dans la peinture sur bois, une scène d'adoration dans laquelle le mage noir est présent. Alors, est présent d'une façon qui ne nous étonne plus après avoir vu les 2, 3, 4 exemples que j'ai eu l'occasion de montrer. Dans l'architecture d'homuncula, de la maison où a lieu l'adoration, le cortège du mage noir est en train d'entrer dans l'image, de pénétrer dans l'espace sacré. 2 de ses compagnons sont déjà présents. Un s'agenouille, rend hommage à l'enfant, l'autre fait le même geste. Le troisième, et le dernier de cette série, est encore presque en chemin. Il est séparé de la scène centrale par une des poutres, un des piliers de cette maison, en étant accompagné par tout un cortège. Et je m'arrête un peu sur ce cortège parce que d'emblée, il me semble là un élément intéressant. Premièrement, le mage est représenté comme cette nouvelle tradition le voulait en tant que roi. La royauté des mages est encore une fois un mythe sur lequel je ne peux pas insister. Ils ne sont pas des rois depuis le début, ils deviennent des rois à fur et à mesure. Il est un roi, il a une couronne, c'est un roi noir. Et ce qui me semble intéressant, il est accompagné par un servant noir. Dans le cortège, il y a donc 2 noirs, un roi et son servant. Là se pose un problème qui est un problème d'altérité, disons ethnographique, anthropologique, la noirceur, et en même temps une tension par ce dédoublement des 2 personnages, une tension sociale, sociologique. Il y a 2 enjeux au moins. Donc le mage roi noir a lui-même un servant qui est noir. Et là s'ouvre tout un questionnement sans doute très intéressant sur lequel je vais revenir sans trop insister pour l'instant. Je vous montre d'autres exemples, choisis un peu au hasard, mais qui montrent, il me semble, comment le dispositif du tableau, du tableau d'autel, du retable, travaille, intègre dans le dispositif même, dans leur mécanique de représentation, ce problème. Alors, on est ici au début du XVIe siècle, un maître en Versoix qui a l'idée absolument cohérente avec la formation du dispositif triptyque de placer le mage noir non pas
dans une tension architecturale comme Hans Mulcher le faisait, séparé par un pilier, mais séparé justement par le dispositif lui-même. On le voit sur le volet de gauche, séparé donc par le système lui-même qui lui donne une place dans la représentation, mais en même temps en marge. Et ce sont des lieux communs, comme Jos van Cleve le montre, qui fonctionnent assez bien dans la peinture nordique. Le mage noir est présent, mais très souvent on le voit dans un des volets. Dans ce tableau notamment, il y a un élément intéressant, et Joseph Körner a attiré l'attention sur la présence de des deux mages en parallèle dans un équilibre formel à gauche et à droite. Il a attiré l'attention aussi sur le caractère fantastique des deux représentations, du mage de gauche et du mage de droite, avec une parure inventée, étudiée, avec une surenchère d'un caractère presque fantastique ou bizarre. On pourrait en effet les considérer comme des excentriques, les deux. Ce sont des personnages excentriques. Il s'agit, et Körner le dit assez bien, d'une façon de rendre visible la différence dans ce cadre, dans ce dispositif. Cette différence devient visible à travers le mécanisme même du tableau d'hôtel. On peut dire aussi, à l'aide de Deleuze par exemple, qu'il s'agit ici de l'autre qui fait fonctionner le système. Sans l'autre, le système ne fonctionne pas. Il est là pour le faire fonctionner. Un autre exemple, dans le même contexte. Wilhelm Stetter, le mage noir, comme on peut s'attendre, dans un espace différent, à la droite de l'image, sur le seuil. Ici, la thématisation de ce passage à niveau, je dirais, entre les espaces, l'espace des marges, celui du centre, est plus clair parce que ce mur de séparation, qui est une grande invention de ce peintre, avec une porte qui s'ouvre ici, avec le rapport entre les deux personnages, et le personnage noir qui se trouve au-delà, en dessin, à l'extérieur. Il fait un pas, il doit passer un seuil. On peut se l'imaginer, mais il faut se l'imaginer un moment après, à l'intérieur même, au cœur de la scène. Mais pour l'instant, dans la représentation visuelle, il est encore à l'extérieur. Il me semble que dans ce contexte, la formule choisie par Memling, on est autour de 1470, signe sans équivoque l'entrée du mage noir dans l'espace de l'épiphanie. Et lui percevoir tous les enjeux demande un peu de temps, et je veux m'attarder un tout petit peu plus sur cet exemple. Je m'attarde sur cet exemple parce que tout ce côté dispositif visuel est beaucoup plus clair, beaucoup plus enjoué, je dirais, beaucoup plus réfléchi chez Memling. Alors, vous voyez dans ce triptyque, le panneau central est consacré à l'adoration des mages, tandis que le volet de gauche à la nativité et le volet de droite à la présentation au temple. Donc il y a trois scènes différentes avec un fil narratif qui fait partie en effet de la succession iconographique plus ou moins habituelle. Il y a des éléments sur lesquels je voudrais insister. Je voudrais insister par exemple sur la façon donc dans le volet de gauche, la scène de la nativité qui suppose la présence de la Vierge, de l'enfant, mais aussi celle de Joseph, un peu marginalisé lui aussi, il me semble, pose également le problème du regard du spectateur à travers une ouverture que vous voyez ici, une ouverture comme une
porte-fenêtre, un cadre qui permet aux spectateurs d'avoir accès à une scène qui autrement aurait été peut-être un peu moins accessible. Il s'agit des jeux assez typiques de la peinture néerlandaise de l'époque. Vous voyez par exemple ici aussi intégrés dans la scène principale 2 personnages qui regardent à travers cette baie ouverte. Elles font partie de ce jeu de regard dans lequel le spectateur est intégré lui aussi. Et justement dans la partie centrale, l'apparition flamboyante, je dirais, de ce magnifique mage noir fait justement spectacle. Donc il s'agit, il me semble encore une fois, d'une présence très dynamique. Il a passé déjà cette porte, ce seuil qui, dans des exemples antérieurs, était encore problématisé. Il fait un pas, il entre avec une grande élégance, il est déjà à l'intérieur, mais regardez un peu comment Memling, avec la finesse habituelle, montre comment le passage s'effectue d'une façon réelle, à travers le pas, l'entrée, le dynamisme du mouvement, ou comment il attire l'attention juste à côté de cette tête du mage noir, du spectateur qui a accès à la scène principale. Un dispositif extrêmement raffiné qu'on comprend encore mieux si on considère le fait que Memling ne fait qu'interpréter, et c'était assez habituel à l'époque, une idée d'un de ses maîtres, de Van der Weyden, qui avait abordé presque la même structure, presque la même composition, mais dans l'absence d'un mage noir. Donc chez lui, il y a un 3e mage, celui-ci, dans lequel on a vu aussi des allusions peut-être à Charles le Téméraire, donc une espèce de présentation déguisée d'un roi ou d'une personne de pouvoir dans un jeu, disons, assez habituel lui aussi dans les pays nordiques entre les personnages de l'ancienne iconographie et certaines allusions contemporaines. Il est d'autant plus passionnant de voir comment chez Memling, quelques décennies plus tard, justement à cette place, au lieu d'avoir un personnage de pouvoir, on a un personnage, oui sans doute, avec des qualités très claires, mais aussi muni de cette couleur noire qui fait problème. Les choses sont un peu plus compliquées. Si vous permettez, j'entre un peu dans les complications. J'espère de pouvoir, en dépit du caractère complexe du problème, d'être quand même clair. Alors, chez Van der Weyden, qui crée donc un des schémas classiques aux Pays-Bas de l'adoration des mages, il n'y a pas de mage noir, mais si on a accès, et malheureusement les agrandissements ne sont pas toujours heureux, on voit que dans le cortège qui accompagne à travers les embrasures de cette maison en ruine, dans le cortège lui-même, le cortège justement du dernier venu, qui devrait être celui-ci, se trouve, mais au niveau d'une vue télescopée, si vous voulez, un personnage noir, un servant. Donc on a encore une fois le problème du noir en tant que soumis du point de vue social. Il est là, donc le noir est déjà là, mais en tant que serf, en tant que servant, en tant qu'accompagnateur, pas en tant que mage lui-même. C'est d'ailleurs un des problèmes assez difficiles de l'évolution de cette iconographie, parce qu'il y a un exemple qui a toujours posé des questions aux iconographes, aux historiens de l'art. Déjà au XIIIe siècle, Nicola Pisano, par exemple, dans la chaire de la cathédrale de Sienne,
représente le cortège des rois mages, et à un certain moment, on a l'impression que dans ce cortège, il y a aussi des chameaux, etc., on voit des cerfs portant les traits caractéristiques de l'ethnie noire. Les choses sont un peu plus difficiles dans la sculpture parce qu'il n'y a pas de couleur, donc les enjeux vont au-delà de la chromatique noir-blanc et se concrétisent seulement à travers certains traits on considérait à l'époque comme des traits caractéristiques donc, de ce peuple. Donc il y a déjà dans la tradition l'apparition du cerf noir qui est d'une certaine façon un prologue à l'éclosion du mage noir lui-même. Ce que Memling va le faire. Alors, je rappelle encore une fois, Van der Weyden, son noir, un noir télescopé, et puis ici, donc un passage tout à fait éclatant dans ce qui pourrait paraître seulement une reprise, un d'après fait par Memling, mais qui est beaucoup plus que ça. Encore un exemple, Memling revient sur le thème dans les 7 douleurs les 7 joies de Marie qui se trouvent à Munich. Là, vous voyez aussi, il y a des reprises, mais je ne voudrais pas trop insister sur cet artiste. Seulement sur le fait qu'il s'agit d'un processus d'intégration assez significatif. Et c'est un processus d'ailleurs qui s'oppose à des tentatives plus ou moins contemporaines que j'appellerais d'ethnographiques, où la royauté du mage est cumulée à une altérité anthropologique. Un des exemples frappants dans ce cas est celui-ci. Il s'agit de Geoffroy Tory qui dans une page des heures à la louange de la Vierge Marie, on est autour de 1500, a l'idée tout à fait consonante avec ce qui se passe autour de 1500, lorsque la traite d'esclaves avait déjà apporté le noir réel en tant que cerf en Europe. Il représente le mage nu. Et c'est pour la première fois, et pas pour la dernière, mais il s'agit en effet d'insections qui sont déjà des commentaires sur une présence du noir africain vu, encore une fois, à travers toute une grille de préjugés, comme une personne, un personnage qui est défini pas seulement par la couleur de la peau, pas seulement par la couleur du visage, mais aussi par la nudité. Et la nudité du noir est un des grands topoi, je dirais, de l'imaginaire concernant le noir ou l'africain. Un autre exemple, mais autre chose, à un autre niveau, donc ce genre d'insertion anthropologique historique. Un autre exemple très intéressant vient du Portugal. Il s'agit de Vasco Fernandes, qui, dans ce retable qui se trouve dans la cathédrale de Viseu au Portugal, remplace le mage noir par un Indien, donc par la figure de l'altérité nouvellement découverte, donc l'habitant des Amériques, du Nouveau Monde, vous le voyez ici. C'est probablement une des premières fois que l'Indien apparaît en tant que personnage dans l'adoration des mages. Du point de vue historique, si on pense, c'est bizarre, pour ne pas dire aberrant, mais du point de vue anthropologique et de l'histoire de l'imaginaire, c'est un phénomène tout à fait intéressant, le fait que le noir est remplacé par un autre. Par un autre type d'altérité, le nouveau venu, le nouvel autre, qui est l'Amérindien. Le noir devient donc indien. Je voudrais maintenant revenir à 2 exemples que j'ai montrés déjà
et qui sont analysables dans un contexte culturel et d'histoire de l'art un peu plus précis. Il s'agit de Dürer, qui réalise cette adoration des mages en 1504. C'est un des grands tableaux du maître ayant ce thème. C'est un thème qu'il avait abordé aussi en gravure, mais il l'aborde avec les instruments de la peinture, en insistant sur l'apparition du noir, qui est encore le troisième, et c'est habituel encore à l'époque. Il est étudié en ce qui concerne les traits, la physionomie, et on se le rappellera ici que Dürer est aussi l'auteur de ces fameuses études où la physionomie du noir est soumise à un travail de comparaison au centre ou dans le contexte du canon de beauté, de proportion qui était en train de se forger et auquel Dürer était tout à fait attaché. Il est le troisième dans le tableau, il est l'autre, mais d'une altérité très bien étudiée, qui, en effet, qu'on peut suivre sur des à des différents niveaux des études de diversité. Et l'Italie, on pourrait se demander. Donc, en Italie, les choses sont encore plus paisibles. Il n'y a pas au début du Quattrocento de mages noirs. À un certain moment, il va apparaître, mais plutôt comme dans des exemples justement de la première moitié, en tant qu'accompagnateur, en tant que serviteur. C'est une démarche plus ou moins parallèle à ce qui se passe aux Pays-Bas, sans cette dynamique très cohérente qu'il me semble pouvoir suivre dans les pays nordiques. Et en effet, l'Italie est un peu un cas spécial. Il faudra attendre assez longtemps, jusqu'à la seconde moitié du XVIe siècle, l'arrivée des Mantegna, par exemple, qui est probablement le premier maître qui intègre d'une façon claire le noir dans l'iconographie de l'adoration. On est en 1464, donc plus ou moins à l'époque de Memling. Memling est autour de 1470. La mise en scène est autre, est différente. Aussi les enjeux symboliques choisis par Mantegna sont assez différents. Il choisit un type iconographique assez spécial, celui de l'adoration dans une grotte. Alors, le lieu exact de l'adoration fait débat, et a fait débat depuis longtemps, le fait encore, où exactement a eu lieu l'adoration, géographiquement, topographiquement, et puis exactement dans quel endroit. Et une des variantes, et vous en voyez une, qui a un poids symbolique assez fort, l'adoration dans la grotte. Alors là, il y a des problèmes qui se posent, le symbolisme géographique de la terre, des profondeurs de la terre, le ciel, la terre, et j'en passe. Mantegna fait partie justement de cette réflexion. Et c'est ici, en effet, en parallèle, mais autrement, par rapport à Memling, qu'il apporte sa propre vision. Et si on regarde le noir de Mantegna dans la partie supérieure, on voit qu'il est en toute probabilité le fruit d'une étude sur le vif. Donc, en toute probabilité, Mantegna a eu un modèle noir, ce qui n'étonne pas parce qu'on sait qu'à la cour de Gonzaga, à Mantoue, où Mantegna avait travaillé la plupart de sa vie, il y avait des serfs, des domestiques noirs qui apparaissent d'ailleurs aussi dans d'autres contextes de la décoration du palais ducal. Dans la décoration, ils font office de serfs. Dans l'adoration des mages, ils font office de mages. Donc il y a une reprise et un passage assez significatif.
Mais on peut observer que, à part de quelques exemples, de quelques exceptions, le mage noir ne semble pas avoir trop préoccupé les peintres de la Renaissance italienne. Et ce sera plutôt la culture populaire, des crèches par exemple, qui va contribuer à son inclusion définitive dans l'imaginaire de la nativité. Et l'Espagne, donc troisième question. Le thème n'est plus très en vogue non plus en Espagne ou dans le siècle d'or espagnol, donc au début de l'époque baroque. Et lorsqu'on l'a abordé, pourtant, les nouveautés sont parfois frappantes. Et je commence par un exemple qui ne fait pas partie de la grande peinture espagnole, mais qui a un rôle assez important du point de vue documentaire, idéologique et conceptuel. Il s'agit de ce frontispice réalisé par Jan van Noort, le troisième, pour l'édition de 1647 d'un écrit fondamental dans la cristallisation de la problématique de la noirceur, qui est de Ethiopium instaurande salute de Sandoval. Sandoval était un jésuite qui écrit un grand traité sur l'Éthiopien, donc c'est-à-dire sur le noir, sur les possibilités de salut de cet être qui apparemment était condamné dans toute une mythologie assez complexe, et dont la noirceur n'était qu'un des signes de ce sceau d'infamie. Alors, Sandoval est sans doute un cas exceptionnel. Alors, vous voyez, l'adoration des mages fait partie de ce frontispice. Je m'attarde un tout petit moment parce qu'il y a des explications assez importantes qui peuvent nous venir dans la considération de ce frontispice de livre. Ce qui est le plus frappant, le plus important, c'est à mon avis la toute première fois que cela arrive, le fait que dans le frontispice, l'adoration des mages, qui a un rôle important, place, et c'est pour la première fois, le mage noir en première position. Le voilà ici. Jamais auparavant, ceci n'était pas présent. Au moins, moi, je ne connais pas d'exemple. Il y en a peut-être, ça m'embêterait pour dire la vérité, mais je ne pense pas, je ne pense pas qu'il y en ait. Et c'est clair pourquoi, parce que c'est un traité sur la noirceur, et à cause du fait que Sandoval avait besoin justement de reformuler toute une problématique. Et c'est un clivage immense. D'ailleurs, l'auteur doit justifier lui-même. Il accompagne donc cette vignette par une citation d'un des psaumes, le psaume 68-67, qu'on peut lire, où on dit « Les grands viendront de l'Égypte, l'Éthiopie s'empressera de tendre les mains vers Dieu. Royaume de la terre, chanter un cantique à la gloire des dieux. » Donc il y a toute une démarche idéologique de replacer le noir dans une tradition vétérotestamentaire et dans un nouveau type de discours. Ce qui fait en effet l'importance de ce traité du jésuite Sandoval, c'est il me semble, l'ampleur de sa démarche, et que sans pouvoir produire une réfutation théorique de la traite, parce qu'il en parle de la traite d'esclaves, etc., du contexte social, économique de l'époque, ce qu'il fait, en effet, il opère une réflexion très fine sur la négritude, en offrant une première ébauche de ce qu'on pourrait appeler une phénoménologie du noir et de la noirceur, où l'effet de démonisation qui était assez persistant dans la tradition fait place à une amorce de mythification in bono, positive. Et il s'appuie justement sur, du point de vue de l'image, sur l'image la plus ouverte à ce genre de déplacement, qui est celle de l'adoration des mages.
Il me semble que sans cette démarche, tout ce qui se passe en Espagne au XVIIe siècle résulterait difficilement compréhensible. Vous voyez ce qui se passe, là, le passage et les différences par rapport aux expériences antérieures. Je ne les commente plus parce qu'elles deviennent assez importantes. Je voudrais seulement insister encore une fois sur le discours fait par image dans le frontispice. Alors, le livre a au moins 600 pages. Alors, je ne veux pas citer ni un passage de ce livre, mais je voudrais quand même insister sur le fait que tout ce frontispice, avec tout ce langage d'image, est une préface, en effet, à un discours qui va se développer après sur des pages et des pages. Alors, on voit assez bien que dans la partie supérieure du frontispice, que je montre ici en détail, alors, je m'excuse un peu pour la qualité de la présentation, mais il faut aussi s'imaginer qu'il s'agit d'une page d'un livre agrandi au niveau d'un écran de cinéma. Donc, c'est inévitable que tout devienne un peu flou. On ne peut pas faire mieux. On peut quand même suivre les données les plus importantes. Donc, à part la présentation et la présence du mage noir en première position, il est frappant de voir qu'à gauche et à droite, il y a le discours jésuite, et à gauche notamment une scène de baptême. Par là, les enjeux du traité de Sandoval sont clairs. Le baptême lave. Le baptême lave les péchés. Le baptême, d'une façon métaphorique, rend blanc même ce qui est noir. Le discours écrit, qui se développe sur des pages et des pages, glose en effet sur les possibilités de blanchissement du noir, un blanchissement sans doute métaphorique, pas réel, le blanchissement à travers l'assomption de la foi chrétienne, à travers le baptême, même ce qui semble noir, qui est encore noir à l'extérieur, devient blanc à l'intérieur. C'est une démarche complexe, compliquée, dont je vous donne seulement quelques repères. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la façon dont la grande peinture a abordé le même thème. En rapport direct avec Sandoval ou non, peu importe. Mais il est clair que dans la peinture espagnole du XVIIe siècle, on assiste à des démarches parallèles, mais à des démarches qui se concrétisent à travers un langage qui est le langage pictural. Donc il n'y a pas le langage frontispice, intertextualité des images, rapport texte-image, comme dans ce cas, mais un langage imagé qu'il faudra déchiffrer. Je voudrais donner 2 exemples, ils sont parmi les plus importants. Le premier, c'est un tableau de Velázquez, probablement le tout premier tableau signé par ce maître lorsqu'il était encore à Séville, avant d'aller à Madrid. On est en 1619, il avait 20 ans. Il représente l'adoration des mages. C'est un tableau assez discuté, c'est un tableau d'un jeune homme, alors c'est clair, c'est pas encore le grand Velázquez. On a beaucoup interprété, on a essayé de l'interpréter comme une histoire de famille, en voyant ici peut-être aussi des allusions à une situation du jeune époux, etc. Ce sont des interprétations possibles, mais sur lesquelles je ne voudrais pas m'attarder. Je m'attarderai par contre sur la façon dont il intègre le roi noir. Il le met dans une position, moi je dirais privilégiée, dans cette pyramide, dans ce triangle qui se crée du côté gauche de l'image. Il est le personnage qui se trouve au sommet. Il se projette sur un fond de paysage avec un éclairage assez spécial. Encore une fois, le détail n'est pas extraordinaire. Il y a une luminosité intrinsèque, je dirais, une façon d'éclairer ce visage noir qui reste noir
d'un côté, mais devient lumineux de l'autre côté. Il y a aussi des stratégies de contraste entre cette grande golguera blanche qui fait ressortir encore plus la noirceur de la tête. Le problème du modèle se pose, et ici les choses sont un peu plus compliquées parce qu'il y avait des noirs à l'époque en Espagne. C'est un noir un peu ambigu, c'est pas un noir africain clairement caractérisé par une architecture du visage, il est caractérisé par la couleur, jusqu'au point où on peut se demander s'il ne s'agit pas presque d'un faux noir, d'un blanc qui reçoit la couleur noire justement pour entrer dans un contexte, dans un discours pictural où noir, blanc, ombre, lumière cristallisent tout le langage de l'image. Un autre exemple, peut-être le plus important, c'est Juan Bautista Maíno, qui est un grand artiste, sans doute le plus grand artiste espagnol, travaillant à Madrid avant l'arrivée de Velázquez dans les années 20. Juan Bautista Maíno fait cette adoration des mages comme pièce d'un grand retable que voici. Je ne veux pas analyser le retable, ce serait plus compliqué, mais il faut toujours tenir compte que notre notion actuelle de tableau, l'accrochage dans les musées, etc., fausse un peu le fonctionnement des images à l'époque de leur création. Il s'agit donc d'un tableau, d'un panneau dans un retable, et je m'attarderai un peu sur ce panneau. On voit tout de suite que Maíno choisit à son tour un emplacement différent par rapport aux emplacements habituels. Il choisit ce que d'ailleurs Mantegna avait fait à son tour, une adoration dans la grotte. Il place donc cette scène dans une grotte, mais il le fait d'une façon spéciale en remodelant tout à fait donc la scénographie du tableau. On est sous terre. Cet emplacement dans une grotte lui permet aussi un éclairage dirigé d'une façon comme un grand metteur en scène. Donc on voit l'étoile de l'annonciation de la naissance du Christ, et puis tout ce partage entre la partie supérieure, la partie inférieure, et au milieu de la représentation, on a cette tête d'un noir flamboyant. Le problème est presque le même que celui de Velázquez, seulement que résolu avec des instruments beaucoup plus forts, avec un langage beaucoup plus clair. Il s'agit d'un noir lumineux, d'un noir étudié sur le vif. On a même essayé de voir jusqu'à quel point Maíno aurait pu avoir accès à des modèles africains à l'époque. Probablement il est accompagné par un page, et il est intégré dans toute une mise en scène de l'éclairage très, très pertinente, mais aussi dans une mise en scène symbolique, à cause du fait qu'un des cadeaux, le cadeau qu'il apporte, est Nautilus, donc cet objet presque fantastique, ce grand coquillage, vous le voyez ici, qu'il apporte en tant que cadeau au Christ. Le Nautilus, d'ailleurs, c'est un petit détail, mais un détail significatif, fait partie de la typologie mythique et symbolique de l'Afrique qui était en train de se cristalliser. Vous le voyez dans certaines représentations de l'Afrique de la même époque. L'Afrique personnifiée est présentée, elle aussi, sur la table. Se trouve le même objet. Ici. Donc le langage et les allusions sont assez clairs. Il y a un tout dernier exemple sur lequel je voudrais m'arrêter. Ce n'est pas un exemple espagnol, mais un exemple flamand, encore une fois, dû à un grand maître
Et ce maître est Rubens, qui avait aussi des rapports assez étroits avec l'Espagne. D'ailleurs, le tableau se trouve aujourd'hui au musée du Prado, à Madrid. C'est un genre de tableau qu'on pourrait qualifier avec le langage du XIXe siècle en tant qu'une grande machine. C'est une grande machine, alors ça c'est clair. Une grande composition avec beaucoup de personnages, beaucoup d'épisodes avec un fonctionnement comme une machine figurative, une machinerie plutôt faite d'images qu'on a beaucoup étudiées. On a étudié par exemple, et je m'arrête seulement sur deux aspects de cette grande machine rubénienne. Un des aspects, c'est la présence du mage noir qui reprend probablement des modèles réels que Rubens lui-même n'avait pas pu connaître directement. Il s'agit de toute une reprise à travers des gravures ou des dessins de personnages réels qui n'étaient pas nécessairement des Noirs, mais plutôt des musulmans. Et ici, les choses se compliquent assez. Vous le voyez dans la partie supérieure, une gravure de Jan Cornelis Vermeyen qui représente le Moulay Ahmad, qui était le fils du roi de Tunis, que Charles Quint aurait connu au moment de l'invasion du Tunis. Donc c'est un musulman maghrébin du nord de l'Afrique qui sera une des figures assez marquantes de cette approche de l'œil occidental vis-à-vis d'une autre réalité, de la réalité africaine, mais pas directement un noir. Rubens la reprend, il fait aussi des portraits, mais des portraits de seconde main, si vous voulez, parce qu'il n'avait jamais eu l'occasion de rencontrer ce personnage. Et c'est justement ce personnage qui, avant d'être noir, est musulman, mais un musulman un peu noirci, qui fera partie de cette grande composition qui est l'adoration des mages. Le second aspect sur lequel je voudrais m'arrêter, qui me semble peut-être même encore plus important que cette reprise, ce déplacement anthropologique de la figure du noir, son mariage avec la figure du musulman dans l'adoration des mages, déjà assez significatif. Un autre aspect plus visuel, plus pictural. Et je voudrais m'arrêter sur cet aspect aussi grâce au fait que la récente restauration de ce tableau dans le laboratoire du Louvre nous a permis un accès à des détails d'une grande beauté que je voudrais vous montrer et vous commenter brièvement. Et ces détails que j'ai choisis mettent en avant justement la façon dont Rubens travaille avec l'éclairage, avec la lumière. Il y a plusieurs façons donc de l'aborder dans cette grande composition. Il y a plusieurs sources de lumière ou plutôt plusieurs points lumineux, les étoiles qui font partie de l'histoire, des flambeaux que Rubens introduit, représente, et c'est un grand défi de représenter le feu dans la peinture, on le sait très bien. Il y a des reflets, par exemple, magnifiques sur les armures, donc étoiles, flambeaux, éclairage de reflets. Des reflets sur les personnages, donc un des mages avec cette chevelure illuminée elle aussi, ou des reflets sur les vêtements. Je vous montre un des pages avec sa blonde chevelure étincelante aussi, qui porte à son tour un flambeau. Les reflets de l'or dans le cadeau qu'un des mages fait à l'enfant, plus le rapport entre l'enfant, et maintenant les choses deviennent de plus en plus intéressantes, le rapport de l'enfant au cadeau, au don qu'il reçoit. Un enfant lui-même, source de lumière, c'est probablement la source de lumière la plus importante, une source de lumière symbolique, mais qui touche, qui entre dans une scénographie de la lumière beaucoup plus compliquée. Ou bien
ici toute la partie de l'adoration ou la lumière, le caractère central du symbolisme de la lumière, de l'enfant lumineux, de l'adoration de la mère, ressort avec clarté. Et à ce point, c'est justement à ce point, il me semble, que le peintre introduit une figure que j'appellerais une figure de contraste. C'est une figure de l'ordre du détail, et elle doit être perçue comme telle, donc comme une figure de détail. Voilà, il s'agit de ce petit personnage pas difficilement visible au premier abord, mais qui joue un rôle assez important dans les tensions qui se créent dans le tableau. Il s'agit de ce petit page, l'enfant avec le brisier, qui souffle dans le brisier et par là provoque un éclaircissement qui vient du bas, donc un grand exploit formel qui a toute une tradition derrière lui, on le sait très bien, et ici on voit comment Rubens travaillait d'un côté avec une grande imagination, un grand don de narrateur qui prenait une scène comme l'adoration et puis la faisait presque exploser, mais en travaillant en même temps sur une certaine tradition. Dans ce détail, Rubens fait sans doute appel à une de ces légendes que la tradition classique à travers Pline l'Ancien notamment nous avait transmis. Vous savez très bien, Pline l'Ancien nous donne le grand corpus des grands exploits artistiques des peintres plus ou moins mythiques comme Zeuxis avec ses raisins tellement réels que les oiseaux venaient le picorer, etc. Un épisode un peu moins connu du même corpus de légendes anciennes de Pline parle d'un certain Antiphilos, un peintre dit Pline, et je cite maintenant, un peintre de qui l'on admire, un jeune garçon soufflant du feu qui illumine à la fois la demeure, d'ailleurs fort belle, et le visage de l'enfant. C'est le peu qu'on sait de ce peintre, peut-être n'a jamais existé, mais c'est clair que ce genre de petites descriptions ont donné au peintre, et Rubens en est un, l'occasion donc de gloser, de dialoguer avec la tradition et, ce qui me semble encore plus important, d'intégrer une ancienne histoire dans un contexte beaucoup plus riche. L'histoire était connue, abordé déjà par d'autres peintres, le Gréco l'apprenait lui aussi, mais ce que Rubens fait, c'est justement quelque chose de spécial. Il inclut le noir, je dirais, à un double niveau. Il transforme le noir en musulman, d'un côté, mais il inclut aussi le noir dans un exercice anthropologique, d'anthropologie iconographique d'un côté, et stylistique, dans l'opposition de la lumière immanente de l'enfant Jésus qui illumine par sa propre incarnation est la source la plus importante. Le petit négrillon est une figure de détail, mais non pas par là moins significative. Il me semble que par là, les anciennes oppositions, et c'est un peu ma conclusion, les anciennes oppositions, noir et blanc, se déplacent vers une antinomie ombre et lumière. Raison de discourir, encore une fois, sur les qualités métaphysiques de la lumière miraculeuse qui apparaît au monde avec la naissance de l'enfant Dieu, et sur les efforts à saluer, certes, des autres dont l'hommage ne se traduit pas dans l'explosion lumineuse de l'épiphanie ou de la théophanie, mais dans une luminosité de reflet, signe néanmoins du pouvoir de métamorphose dû à la foi. Merci pour votre attention.